Chapitre 4. Ce que John Rance avait à dire. Il était 1 heure quand nous quittâmes Lauriston Gardens. Je suivis Sherlock Holmes au bureau de poste le plus près. Il expédia une longue dépêche, puis il héla un fiacre et donna au conducteur l'adresse de John Rance. « Rien de tel que les renseignements de première main, dit-il. Mon opinion est déjà faite, mais il est prudent de chercher à tout connaître. »« Vous m'ahurissez, Holmes, dis-je. Certainement, vous n'êtes pas aussi sûr que vous le prétendez de tous les détails que vous leur avez fournis. »« Pas d'erreur possible, répondit-il. La première chose que j'ai remarquée en arrivant là-bas, c'est que les roues d'une voiture avaient creusé 2 ornières près de la bordure du trottoir. Or, jusqu'à la nuit dernière, nous n'avions pas eu de pluie depuis 1 semaine. Par conséquent, les roues qui y ont laissé une empreinte si profonde ont dû y passer la nuit dernière. Il y avait aussi la marque des sabots. Le dessin de l'un d'eux était net, le fer était donc neuf. Puisque le fiacre était là quand il pleuvait et que, d'après Gregson, on n'a pas revu dans la matinée, il faut donc qu'il ait amené de nuit ces 2 individus. « Cela est simple, dis-je. Mais la taille du meurtrier ? » La taille d'un homme, 9 fois sur 10, se déduit de la longueur de ses enjambées. C'est un calcul assez facile, mais je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres. Les pas du meurtrier se voyaient dehors dans la boue et à l'intérieur sur la poussière, et j'ai eu un moyen de vérifier mon calcul. Quand un homme écrit sur un mur, il le fait d'instinct au niveau de ses yeux. Or, l'inscription était à un peu plus d'1,80 m du sol. Un jeu d'enfant. « Et son âge ? demandai-je. « Eh bien, un homme ne peut pas être tout à fait vieux s'il enjambe facilement 1,30 m. C'était la largeur d'une flaque d'eau dans le jardin. Les chaussures vernies l'avaient contourné et les talons carrés l'avaient sauté. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. J'applique tout simplement aux choses de la vie quelques-unes des règles d'observation et de déduction que j'ai préconisées dans mon article. Quelque chose vous intrigue encore ? Oui. Les ongles, le trichinopoly, amorçai-je. L'inscription sur le mur a été tracée par un index trempé dans du sang. J'ai pu observer à l'aide de ma loupe que le plâtre avait été légèrement égratigné autour des lettres, ce que n'aurait pas fait un ongle court. J'ai ramassé un peu de cendre éparpillée sur le plancher. Elle était sombre et feuilletée, comme ne peut en faire qu'un trichinopoly. Je me suis livré à une étude spéciale sur la cendre des cigares. J'ai même écrit une monographie sur le sujet. Je me flatte de pouvoir reconnaître d'un coup d'œil la cendre de n'importe quelle marque connue de cigares ou de tabac. C'est justement dans ces détails qu'un détective compétent se distingue d'un Gregson ou d'un Lestrade. « Et la figure haute en couleur ?» demandai-je. « Oh ça, c'est beaucoup plus hardi, mais je suis quand même sûre d'avoir raison. Ne me demandez pas d'explication pour le moment. » Je passai la main sur mon front. J'ai le vertige. Plus on pense à cette affaire, plus elle devient mystérieuse. Pourquoi ces 2 hommes, s'ils étaient 2, sont-ils venus dans une maison vide ? Qu'est devenu le cocher qui les a amenés ? Comment l'un a-t-il pu forcer l'autre à prendre du poison ? D'où provenait le poison ? Quel était le mobile du crime, puisque ce n'est pas le vol ? Comment une bague de femme est-elle arrivée là ? Et pourquoi avoir écrit le mot « rache » avant de décamper ? J'avoue que je n'arrive pas à concilier ces faits. Mon compagnon eut un sourire approbateur. « Vous avez résumé avec clarté et concision toutes les difficultés, dit-il. Il y a encore bien des points obscurs. Cependant, sur les principaux faits, j'ai mon idée. Quant à la découverte du pauvre Lestrade, c'était tout simplement une feinte. En suggérant par là les sociétés secrètes, on a voulu lancer la police sur une fausse piste. L'inscription n'a pas été tracée par un Allemand. La lettre A, si vous avez remarqué, était écrite en gothique. Or, un Allemand écrit toujours ses A en caractères latins. Nous pouvons donc affirmer à coup sûr que l'inscription a été faite non par un Allemand, mais par un imitateur trop appliqué. C'était simplement une ruse pour engager l'enquête sur une mauvaise voie. Je ne m'étendrai pas davantage sur cette affaire, docteur. Vous savez qu'un magicien perd son prestige en expliquant ses tours. Si je vous révélais toute ma méthode, vous penseriez qu'après tout, je suis un type très ordinaire. Je ne penserais jamais une chose semblable, répondis-je. Jamais personne ne saurait mieux que vous ériger en science exacte la recherche de criminels. Mon compagnon rougit de plaisir, autant de mes paroles que de l'enthousiasme avec lequel je les avais prononcées. J'avais déjà remarqué qu'il était aussi sensible à un compliment sur son art qu'une jeune fille peut l'être à une flatterie touchant sa beauté. « Je vous dirai encore une chose, fit-il.
L'homme aux chaussures vernies et l'homme aux talons carrés sont arrivés dans le même fiacre. Ils ont franchi ensemble l'allée, sans doute bras dessus, bras dessous. Une fois dans la chambre de devant, ils l'ont arpenté. Plus précisément, les talons carrés allaient et venaient, tandis que les chaussures vernies se tenaient tranquilles. J'ai lu tout cela dans la poussière. La longueur de plus en plus grande des enjambées indiquait aussi une surexcitation croissante. Je suppose que l'homme aux talons carrés parlait tout le temps et qu'il s'est monté jusqu'à une rage folle. C'est alors que le drame a eu lieu. Je vous ai dit tout ce que je sais de science certaine. Le reste est hypothèse et conjecture. Nous avons un bon point de départ. Il faudra faire vite. Je veux aller au concert de Halle cet après-midi pour entendre Norman Neruda. Notre fiacre avait filé à travers une longue suite de rues enfumées et de ruelles misérables. Dans la plus enfumée et la plus misérable, soudain, il s'arrêta. « Voilà Audley Court », annonça le cocher, en indiquant une étroite faille dans l'alignement des maisons de briques ternes. « Je vous attendrai ici. » Audley Court n'était pas un lieu attrayant. Un passage exigu nous conduisit à un quadrilatère bordé de maisons sordides. Nous avançâmes avec précaution parmi des groupes d'enfants sales et à travers des rangées de linge déteint jusqu'au numéro 46. La porte était ornée d'une petite plaque de cuivre sur laquelle était gravé le nom de Rance. On nous dit que l'agent était au lit et on nous fit entrer, pour l'attendre, dans un petit salon sur le devant. Il apparut bientôt, l'air un peu fâché d'avoir été dérangé dans son sommeil. « J'ai fait mon rapport au poste », grommela-t-il. Holmes tira de sa poche un demi-souverain et d'un air pensif, il le fit sauter dans sa main. « Nous aimerions que vous nous en parliez. »« À votre disposition, monsieur, » répondit l'agent, les yeux fixés sur le petit disque en or. « Racontez-nous donc à votre manière ce qui s'est passé. » Rance s'installa sur le canapé de crin et joignit les sourcils. Il paraissait bien résolu à ne rien passer sous silence. Je vais tout vous conter à partir du commencement. Je suis de service de 10h du soir à 6h du matin. À 11h, il y a eu de la bagarre au Cerf-Blanc, mais à part cela, tout était tranquille dans mon secteur. À 1h, il se mit à pleuvoir. J'ai rencontré Harry Murcher, celui qui a la ronde de Howland Grove. On a causé un peu ensemble, au coin de la rue Henrietta. Puis, à 2h, peut-être un petit peu plus tard, je suis allée voir si tout était dans l'ordre du côté de Brixton Road. Il faisait joliment mauvais, je ne voyais pas un chat. J'ai vu passer un fiacre ou deux, je dois dire. Chemin faisant, je pensais, entre nous soit dit, qu'un gin chaud ferait bien mon affaire, quand tout à coup, j'ai vu briller une lumière à la fenêtre de la maison. Pourtant, c'était une des 2 maisons inhabitées de Lauriston Gardens. Le tout dernier qui a vécu là-dedans est mort de la fièvre typhoïde, rapport que le propriétaire n'a pas voulu faire assainir les fosses. Alors, vous pensez si ça m'a épaté de voir la fenêtre éclairée ? Tout de suite, j'ai pensé qu'il se passait quelque chose. Arrivé à la porte, « Vous vous êtes arrêté, puis vous avez regagné la grille du jardin, » interrompit mon compagnon. « Pourquoi ?» Rance fit un sursaut violent et ouvrit de grands yeux. « Eh bien, c'est la vérité, monsieur, » fit-il. « Mais comment vous savez ça ? Dieu seul le sait. Voyez-vous, quand je suis arrivé devant la porte, tout était si tranquille et si désert que je me suis dit que ce serait tout aussi bien si j'avais quelqu'un avec moi. Je ne crains rien de ce côté-ci de la tombe, mais j'ai pensé que c'était peut-être le type qui est mort de la typhoïde qui revenait examiner les fosses. Cette idée-là m'a collé la trouille. Alors, j'ai rebroussé chemin pour voir si je ne verrais pas la lanterne de Murcher. Mais de lui, ni de personne, pas de trace. Il n'y avait personne dans la rue ? Pas âme qui vive, monsieur, pas même un chien. J'ai pris sur moi et je suis retournée à la maison. J'ai poussé la porte. Tout était silencieux là-dedans. Alors, je suis entrée dans la chambre où il y avait de la lumière. Une bougie brûlait sur la cheminée, une bougie de cire rouge. À la lueur de cette bougie, qu'est-ce que j'aperçois ? Cela, je le sais. Vous avez fait plusieurs fois le tour de la chambre et vous vous êtes agenouillé près du corps. Puis vous êtes allé au fond du corridor et vous avez essayé d'ouvrir la porte de la cuisine. Ensuite, Rance se releva d'un bond. Tout ensemble effrayé et soupçonneux. « Où étiez-vous caché pour voir tout ça ?» s'écria-t-il. « Vous m'avez tout l'air d'en savoir trop, vous !» Holmes se mit à rire. Il lui jeta sa carte par-dessus la table. « Ne me faites pas arrêter sous inculpation de meurtre, dit-il. Je suis un chien de chasse, je ne suis pas le loup. Monsieur Gregson et monsieur Lestrade répondent de moi. Mais continuez, qu'est-ce que vous avez fait ensuite ?» Rance se rassit.
Il ne paraissait pas trop rassuré. J'ai regagné la grille et j'ai sifflé. Murcher est arrivé avec 2 autres. La rue était toujours déserte, pour ainsi dire. Comment cela ? Un large sourire épanouit le visage de l'agent. J'ai déjà vu bien des types saouls, dit-il. Mais des pafs comme ce gaillard-là, ma foi, non jamais. Quand je suis sortie, il était à la grille, appuyé contre les barreaux, et il chantait à ses poumonnets. Il ne pouvait pas se tenir debout, nous aider encore moins. Quelle sorte d'homme était-ce ? John Rance parut ennuyé de revenir sur ce sujet à côté de la question. Un homme saoul, comme il n'est pas permis d'être, répondit-il. Il se serait retrouvé en tôle si nous n'avions pas été si occupés. Mais son visage, ses vêtements, ne les avez-vous pas remarqués ? Interrompit Holmes avec impatience. Pour sûr que je les ai remarqués, parce que j'ai soutenu le type avec Murcher. C'était un grand gaillard qui avait la face toute rouge, un cache-nez lui enveloppait la moitié de la figure. Suffit, s'écria Holmes. Qu'avez-vous fait de lui ? On avait assez à faire sans nous en charger, dit l'agent en se cabrant sous le reproche. Je parierais qu'il a fini par rentrer chez lui. Comment était-il vêtu ? Il avait un pardessus brun et un fouet à la main. Un fouet ? Non. Il l'avait sans doute laissé, murmura mon compagnon. Ensuite, vous n'avez pas par hasard vu et entendu un fiacre ? Non. Prenez ce demi-souverain, dit Holmes en se levant. Je crains fort, John Rance, que vous n'ayez jamais d'avancement dans la police. Votre tête ne devrait pas vous servir seulement d'ornement. Vous auriez pu gagner les galons de sergent la nuit dernière. L'homme que vous avez tenu entre vos mains est celui que nous recherchons. C'est lui qui tient la clé du mystère. Inutile de discuter, c'est ainsi. Partons, docteur. Nous laissâmes notre informateur incrédule, mais évidemment mal à l'aise. L'imbécile, dit Holmes avec amertume, pendant que le fiacre nous ramenait chez nous. Dire qu'il a eu une pareille chance et qu'il n'en a pas profité ? Je ne vois pas encore clair, dis-je. Le signalement de l'ivrogne concorde bien avec l'idée que vous faisiez du meurtrier. Mais pourquoi serait-il retourné sur les lieux de son crime ? Ce n'est pas l'habitude des criminels. La bague, mon ami, la bague. Voilà ce qu'il revenait chercher. S'il n'y a pas d'autre moyen de l'attraper, nous pourrons toujours appâter notre hameçon avec la bague. Je tiens mon homme, docteur. Je parierais 2 contre 1 que je le tiens. Il faut que je vous remercie. Sans vous, je ne me serais peut-être pas dérangée et j'aurais manqué la plus belle étude de ma vie. Une étude en rouge, n'est-ce pas ? Pourquoi n'utiliserions-nous pas un peu l'argot d'atelier ? Un fil rouge du meurtre se mêle à l'écheveau incolore de la vie. Notre affaire est de les débrouiller, de l'isoler et de l'exposer dans toutes ses parties. Et maintenant, à table. Et ensuite, Norman Neruda. Ses attaques et son coup d'archer sont magnifiques. Quelle est donc la petite chose de Chopin qu'elle joue si admirablement ? Tralala, lira, lira, la. Le limier amateur s'affala sur la banquette et se mit à chanter comme une alouette, tandis que je méditais sur la complexité de l'esprit humain. Chapitre 5. Notre annonce nous amène une visiteuse. Cet après-midi-là, j'étais à plat. Les fatigues de la matinée avaient été excessives pour ma santé débile. Quand Holmes fut parti, je m'allongeai sur le canapé. J'essayai de dormir quelques heures, mais je n'y parvins pas. Tous ces événements m'avaient surexcité. Les fantaisies et les conjectures les plus folles l'emplissaient. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage simiesque et tourmenté du cadavre. Il m'avait fait une impression des plus sinistres. J'éprouvais presque de la reconnaissance envers celui qui l'avait expédié. Si jamais face humaine exprima le vice dans toute sa malice, ce fut bien celle d'Enoch J. Drebber de Cleveland, ce qui ne m'empêchait pas d'admettre qu'il fallait bien que justice se fît. La dépravation de la victime ne constitue pas une excuse aux yeux de la loi. L'homme, suivant l'hypothèse de mon compagnon, avait été empoisonné, mais plus j'y réfléchissais, plus elle m'apparaissait invraisemblable. Pourtant je le savais, elle reposait sur une observation. Holmes avait flairé les lèvres du cadavre. Et puis quelle pouvait être la cause de la mort, sinon le poison ? Il n'y avait pas trace de blessure ni de strangulation. Mais d'autre part, ce sang qui avait éclaboussé le parquet, de qui provenait-il ? Il n'y avait pas d'indice de lutte, et la victime, pour blesser son agresseur, ne disposait d'aucune arme. Tant que ces questions demeureraient sans réponse, nous aurions peine à nous endormir, Holmes et moi. Son air tranquille m'avait donné à penser qu'il avait trouvé une explication cadrant avec tout.
Mais laquelle? Je n'arrivais pas à la deviner. Son absence se prolongea. Le concert n'avait sûrement pas pu le retenir si longtemps. Quand il rentra, le dîner était servi. « C'était magnifique !» dit-il en prenant place à table. « Vous vous rappelez ce que Darwin dit de la musique ? Il prétend que, chez les hommes, la faculté de la produire et de l'apprécier a précédé de beaucoup la parole. C'est peut-être pour cela que l'influence qu'elle exerce sur nous est si profonde. Les premiers siècles de la préhistoire ont laissé dans nos âmes de vagues souvenirs. »« Voilà une idée bien vaste, dis-je. Nos idées doivent être aussi vastes que la nature pour pouvoir en rendre compte, répondit-il. Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous ne semblez pas être dans votre assiette ? Cette histoire de Lauriston Gardens vous a bouleversé ? Oui, je l'avoue, dis-je. Mes expériences dans l'Afghanistan auraient dû m'endurcir davantage. J'ai vu mes propres camarades taillés en pièces sans perdre mon sang-froid. Je comprends cela. Il y a dans cette affaire un mystère qui met l'imagination en branle. L'horreur ne va pas sans l'imagination. Avez-vous lu les journaux du soir ? Non. Ils rendent assez bien compte de l'affaire, mais tous omettent de parler de la bague. C'est tant mieux. Comment cela ? Jetez un coup d'œil sur cet avis, répondit-il. Je l'ai envoyé à tous les journaux ce matin. Il me passa le journal par-dessus la table et je regardai à la place indiquée. C'était la première annonce dans la colonne « Objet trouvé ». Elle était conçue en ces termes. Ce matin, à Brixton Road, on a trouvé une alliance en or uni sur la chaussée entre la taverne du Cerf-Blanc et Holland Grove. S'adressait au docteur Watson, 221B, Baker Street, entre 8 et 9 heures du soir. « Je m'excuse de m'être servi de votre nom, » dit-il. « Si j'avais donné le mien, quelques-uns de ces lourdeaux l'auraient reconnu et ils auraient voulu se mêler de mes affaires. »« Vous avez bien fait, » répondis-je. « Mais je n'ai pas d'alliance, pour peu que quelqu'un vienne. »« Pardon ? Vous en avez une ?» fit-il en me remettant une bague. « Celle-ci fera très bien l'affaire. C'est presque un fac-similé. »« Et qui cet avis nous amènera-t-il ? Parbleu, l'homme aux vêtements bruns, notre ami aux joues rubicondes et aux talons carrés. S'il ne se présente pas en personne, il enverra un complice. » Cette démarche ne lui semblera pas trop compromettante ? À mon avis, pas. Si mes suppositions sont justes, et j'ai tout lieu de le croire, cet homme risquera tout pour récupérer la bague. Pour moi, il l'a perdue en se penchant sur le cadavre de Drebber. Sur le coup, il ne s'en est pas aperçu. C'est après avoir quitté la maison qu'il a constaté sa disparition. Alors, il est revenu sur ses pas en toute hâte, mais par sa propre faute, parce qu'il avait laissé la bougie allumée, la police était déjà sur les lieux. Il simula l'ivresse pour écarter les soupçons qu'aurait pu faire naître son apparition à la grille. Maintenant, mettez-vous à la place de cet homme. Après réflexion, il doit s'être dit qu'il a peut-être perdu la bague dehors, sur la route. Alors que faire ? Parcourir avec empressement les journaux du soir pour voir si la bague se trouve au nombre des objets trouvés ? Naturellement, mon avis lui saute aux yeux. Il exulte. Pourquoi soupçonnerait-il un piège ? Il ne peut imaginer que le docteur Watson établisse un rapport entre la bague et le meurtre. Il viendra. Il vient. Vous le verrez dans une heure. Et alors ? demandai-je. Je peux me charger de lui tout seul. Avez-vous des armes ? Mon vieux revolver d'ordonnance avec quelques cartouches. Vous feriez bien de le nettoyer et de le charger. Il se débattra avec l'énergie du désespoir. Je compte le prendre par surprise, mais il vaut mieux nous prémunir contre tout. J'allai dans ma chambre et je fis ce qu'il m'avait conseillé. Quand je revins avec mon pistolet, on avait enlevé le couvert. Holmes grattait son violon. « Cela se corse, dit-il, tout en continuant à se livrer à son occupation favorite. Je reçois à l'instant une réponse d'Amérique. Je ne me suis pas trompé. « C'est-à-dire » demandai-je avec curiosité. « Si mon violon avait des cordes neuves, il n'en vaudrait que mieux, dit-il. Mettez votre pistolet dans votre poche. Quand le type sera là, parlez-lui d'un ton naturel. Je me charge du reste. Ne l'effrayez pas en le regardant avec trop d'insistance. » « Il est maintenant 20 heures, dis-je, en consultant ma montre. « Oui, quelques minutes encore. Entr'ouvrez la porte. C'est bien, comme ça. Maintenant, mettez la clé à l'intérieur. Merci. Voilà un curieux vieil ouvrage que j'ai trouvé hier chez un bouquiniste. De Jure Inter Gentes, publié en latin à Liège, dans les Pays-Bas, en 1642.
La tête de Charles Ier était encore solide sur ses épaules quand le papier de ce petit volume à dos brun fut tranché. Quel est le nom de l'imprimeur ? Un Philippe de Croix quelconque. Sur la feuille de garde se trouvent ces mots d'une encre jaunie. Ex libris Guglielmi White. Je me demande ce qu'était ce William White. Quelque imposant homme de loi du XVIIe siècle, je suppose. Son écriture a la tournure du droit. Je crois que voici notre homme. Au même instant, retentit un bref coup de sonnette. Doucement, Sherlock Holmes se leva et rapprocha sa chaise de la porte. Les pas de la servante résonnèrent dans le vestibule. D'un bruit sec, elle fit sauter le loquet. « C'est ici qu'habite le docteur Watson ?» demanda une voix distincte, mais un peu éraillée. La réponse ne parvint pas à nos oreilles. La servante referma la porte. Quelqu'un se mit à monter l'escalier d'un pas incertain et traînant qui surprit mon compagnon. Puis avança avec lenteur dans le corridor et frappa doucement. « Entrez !» criai-je. Au lieu de l'homme robuste et violent que nous attendions, nous vîmes entrer, traînant la jambe, une très vieille femme au visage tout ridé. Elle fit une révérence, puis se mit à fouiller dans sa poche. Elle avait des doigts nerveux, fébriles, éblouis par l'éclat soudain de la lumière. Ses yeux larmoyants, tournés vers nous, clignotaient. Je regardai mon compagnon et manquais d'éclater de rire. Il avait l'air si désappointé. La vieille finit par trouver un journal du soir et montrant du doigt notre annonce. « C'est ça qui m'a amené ici, mes bons messieurs, » dit-elle avec une seconde révérence. « La bague en or, Brixton Road. Elle appartient à ma fille Sarah, qui était mariée seulement depuis 1 an à son mari, qui est garçon de cabine à bord d'un bateau de l'Union. Et qu'est-ce qu'il dira s'il vient et il la trouve sans sa bague? Je n'ose pas y penser, lui qui est déjà brutal dans ses meilleurs moments, mais quand il a bu. Si vous voulez savoir, Sarah est allée au cirque la nuit dernière, en compagnie de... « Cette bague est-elle la sienne ?» demandai-je. « Dieu soit loué !» s'écria la vieille. « C'est Sarah qui va être contente cette nuit. C'est bien là sa bague. »« Et quelle est votre adresse ?» demandai-je en prenant un crayon. « 13 rue Duncan, Houndsditch. Un fichu bout d'ici. » « Il n'y a pas de cirque entre Brixton Road et Houndsditch, » fit sèchement Sherlock Holmes. La vieille femme tourna vers lui ses petits yeux bordés de rouge. « C'est mon adresse que le monsieur m'a demandé, » dit-elle. « Sarah, elle, vit en Garni, au numéro 3, Mayfield Place, Peckham. »« Et votre nom est ?»« Mon nom est Sawyer, et le nom de ma fille est Dennis, et Tom Dennis est son mari, un bon gars au fond, et intelligent avec ça. Tant qu'il est en mer, pas de garçon de cabine plus considéré. Mesdames, à terre, est-ce qu'avec les femmes, est-ce qu'avec les débits de boissons ? Emportez la bague, Madame Sawyer, interrompis-je sur un signe de mon compagnon. Il est clair qu'elle appartient à votre fille, et je suis heureux de pouvoir la restituer à sa légitime propriétaire. » Tout en marmottant des bénédictions et des protestations de reconnaissance, la vieille taupe empocha la bague et elle descendit l'escalier en traînant le pied. Sitôt qu'elle fut partie, Sherlock Holmes se précipita dans sa chambre. L'instant d'après, il en sortait, emmitouflé dans un ulster et un cache-nez. « Je vais la filer, » dit-il vivement. « Ce doit être une complice. Elle me conduira chez l'assassin. Attendez-moi. » La porte d'entrée venait à peine de se refermer sur la visiteuse que Holmes dégringola l'escalier. De la fenêtre, je le vis suivre de près la vieille femme clopinant de l'autre côté de la rue. « Ou toute sa théorie est fausse, pensai-je, et il va être conduit au cœur du mystère. » Il m'avait prié bien inutilement de l'attendre. Je sentais qu'il me serait impossible de dormir avant de connaître le résultat de sa démarche. Il était environ 9 heures quand il sortit. J'ignorais à quelle heure il rentrerait. Je m'installai stoïquement avec ma pipe et la vie de bohème de Murger. Je tirais des bouffées et je sautais des pages. 10 heures sonnèrent. J'entendis le trottinement de la bonne qui allait se coucher. 11 heures. Le pas plus majestueux de la logeuse la conduisit à la même destination. Vers minuit, le bruit sec d'une clé m'avertit du retour de mon ami. Dès la porte, je vis à son air qu'il revenait bredouille. L'amusement et le dépit semblaient se disputer sa figure. Mais finalement, Sherlock Holmes partit d'un franc éclat de rire. « Je ne voudrais pas pour tout l'or du monde que Scotland Yard apprit mon histoire, » s'écria-t-il en tombant sur la chaise. Ces hommes m'en rebattraient à jamais les oreilles pour se venger de tous mes sarcasmes. Je peux me permettre de rire, parce que je sais que, tôt ou tard, je prendrai ma revanche. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je. « Je vais vous faire rire à mes dépens, mais peu importe. » La vieille a traîné la jambe un bout du chemin, puis elle a fait semblant d'avoir mal à un pied.
Elle s'est arrêtée et a hélé un fiacre qui se trouvait à passer. Je me suis arrangée pour être à portée de sa voix. Mais c'était une précaution tout à fait inutile. Elle a crié son adresse de manière à être entendue de l'autre côté de la rue. « Conduisez-moi au numéro 13 de la rue Duncan, Hansditch !» Cela prenait tournure de vérité. Quand je l'ai vue bien installée à l'intérieur, je me suis perchée à l'arrière. C'est un art dans lequel tout détective devrait exceller. Puis nous avons roulé sans arrêt jusqu'à la maison en question. Avant d'arriver devant la porte, j'ai sauté et j'ai fait à pied le reste du chemin, nonchalamment. Le fiacre s'est arrêté. Le cocher est descendu. Il a ouvert la portière et il a attendu. Quand je me rapprochais de lui, il fouillait avec furie sa voiture vide en dévidant tout un chapelet de blasphème. De la voyageuse, plus signe ni trace. Je crains qu'il ne touche pas de sitôt le prix de sa course. Au numéro 13, nous avons appris que la maison appartient à un honnête colleur de papier peint qui s'appelle Keswick et qui n'a jamais entendu parler ni de Sawyer ni de Denis. « Vous ne voulez pas dire, m'écriai-je au comble de l'étonnement, que cette faible vieillarde soit sortie à votre insu du fiacre en marche ?»« Le diable soit de la vieille femme, » dit Sherlock Holmes. « C'est nous qui nous sommes laissés berner comme de vieilles femmes. C'était sûrement un homme jeune et actif, et de plus, un excellent comédien. Le déguisement était impayable. Il s'en est servi pour me semer. Ceci prouve que l'homme que nous recherchons n'est pas si isolé que je me l'imaginais. Il a des amis prêts à s'exposer pour lui. Docteur, vous avez l'air vanné. Allez vous coucher si vous m'en croyez. » J'obéis de bonne grâce à cette injonction. Je me sentais à bout de force. Holmes resta assis devant le feu qui couvait sous la cendre. Il médita longuement sur le problème qu'il avait à cœur de résoudre. Fort avant dans la nuit, j'entendis en effet les gémissements mélancoliques de son violon. Chapitre 6. Tobias Gregson montre son savoir-faire. Les journaux du lendemain ne parlaient que du mystère de Brixton. Tous en donnaient un compte-rendu détaillé. Certains y consacraient même leur article de tête. Il contenait quelques renseignements nouveaux. J'ai gardé dans mes archives plusieurs coupures se rapportant à cette affaire. En voici un résumé. D'après le Daily Telegraph, les annales du crime fournissaient peu d'exemples de tragédies accomplies dans des circonstances plus mystérieuses. Le nom allemand de la victime, l'absence de tout mobile, la sinistre inscription sur le mur, tout dénonçait la main de réfugiés politiques et de révolutionnaires. Les socialistes comptaient aux États-Unis de nombreux adeptes. C'était ceux-ci qui, de toute évidence, avaient expédié Drebber pour une infraction quelconque à leur loi non écrite. Après une brève allusion à la Wemgericht, au Carbonari, à la marquise de Brinvilliers, aux assassinats de la grande route de Radcliffe, l'article s'achevait sur une remontrance au gouvernement. Il préconisait une surveillance plus étroite des étrangers en Angleterre. Les commentaires du Standard roulaient sur le fait que de tels outrages à la morale publique avaient généralement lieu sous un gouvernement libéral. Ils étaient un effet de l'ébranlement des convictions dans les masses populaires et de l'affaiblissement subséquent de toute autorité. La victime était un Américain qui séjournait à Londres depuis quelques semaines. Il avait pris pension chez Madame Charpentier à Torquay Terrace, Camberwell. Il avait pour compagnon de voyage son secrétaire particulier, M. Joseph Stangerson. Tous deux avaient pris congé de leur hôtesse le mardi 4 courant et ils étaient partis pour la gare d'Euston avec l'intention déclarée de prendre l'express de Liverpool. On les avait vus ensuite sur le quai. De ce moment jusqu'à la découverte du cadavre de M. Drebber dans une maison inhabitée sur la route de Brixton à plusieurs kilomètres d'Euston, on ne savait pas ce qu'ils avaient fait. Qui avait amené Drebber dans cette maison? De quelle manière y avait-il trouvé la mort? Mystère. On ignorait encore tout des allées et venues de Stangerson. On était heureux d'apprendre que messieurs Lestrade et Gregson, tous deux de Scotland Yard, instruisaient conjointement cette affaire. Le crédit dont jouissaient ces deux officiers de police en faisait augurer l'éclaircissement à brève échéance. Pour le Daily News, le caractère politique du crime ne faisait aucun doute. Le despotisme, la haine du libéralisme qui inspirait les gouvernements du continent avait eu pour effet d'attirer chez nous un grand nombre d'hommes qui auraient été d'excellents citoyens sans le souvenir amer des persécutions qu'ils avaient subies. Toute infraction au code d'honneur qui régissait ces hommes était punie de mort. Il ne fallait rien négliger pour trouver le secrétaire, Stangerson, et pour connaître certaines particularités des habitudes de Drebber.
On avait fait un grand pas en découvrant l'adresse de la maison où il avait pris pension. Le résultat en était entièrement dû à la finesse et à la ténacité de M. Gregson de Scotland Yard. Sherlock Holmes et moi, nous lûmes ces articles en prenant notre petit déjeuner. Sherlock Holmes s'en amusa beaucoup. « Qu'est-ce que je vous avais dit ? De toute façon, Lestrade et Gregson triompheront. Cela dépendra de la tournure des événements. » Mais non, pas du tout. Si l'homme est pincé, ce sera grâce à leurs efforts. S'il échappe, ce sera en dépit de leurs efforts. S'ils fassent, je gagne et pile, tu perds. Quoi qu'ils fassent, ils auront des admirateurs. Un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire. « Que se passe-t-il » m'écriai-je. Tout à coup, le trépignement de pas nombreux dans le vestibule puis dans l'escalier s'était fait entendre, mêlé à de très sonores expressions de dégoût de notre logeuse. « C'est la section de la police secrète de Baker Street », dit gravement mon compagnon. Au même instant firent irruption dans notre pièce une demi-douzaine de gamins des rues, les plus sales et les plus déguenillés que j'eusse jamais vus. « Garde à vous !» cria Holmes d'une voix de stentor. Aussitôt, les 6 petits drôles se mirent en rang comme autant de statuettes minables. « À l'avenir, dit mon compagnon, Wiggins seul me présentera votre rapport. Vous l'attendrez dans la rue. Vous l'avez découvert, Wiggins ? » « Non, monsieur, pas encore, dit un des enfants. Je ne m'attendais pas à ce que vous réussissiez du premier coup. Poursuivez vos recherches. Voici votre salaire. Il remit à chacun d'eux 1 shilling. Maintenant filez, faites-moi un meilleur rapport la prochaine fois. Il fit un signe. Ils dévalèrent l'escalier comme des souris. L'instant d'après, dans la rue, ils perçaient l'air de leurs cris. Il y a davantage à obtenir d'un de ces petits mendiants que d'une douzaine de détectives, dit Holmes. La seule vue d'une personne à l'air officiel scelle les lèvres des gens. Ces gosses vont partout, ils entendent tout, et puis ils sont finaux. Tout ce qui leur manque, c'est l'organisation. « Est-ce que vous vous servez d'eux pour le crime de Brixton ?» demandai-je. « Oui, je veux m'assurer de quelque chose. C'est simplement une affaire de temps. »« Oh là, nous allons entendre parler de vengeance. Voici Gregson qui descend la rue, le visage radieux. Il vient sûrement nous voir. Oui, il s'arrête. Il sonne. » La sonnette fut tirée violemment et en quelques secondes, le détective blond avait monté 4 à 4 l'escalier et fait irruption dans notre salon. « Mon cher !» s'écria-t-il, en tordant la main molle de Holmes. « Félicitez-moi ! J'ai rendu l'affaire aussi claire que le jour. » Je crus voir passer une ombre d'anxiété sur le visage expressif de mon compagnon. « Seriez-vous sur la bonne piste ?» demanda-t-il. « La bonne piste ! Nous avons arrêté le meurtrier. Et quel est son nom ?»« Arthur Charpentier, sous-lieutenant dans la marine de l'État, » articula pompeusement Gregson. Il gonflait sa poitrine et frottait ses mains grassouillettes. Sherlock Holmes poussa un soupir de soulagement. Le sourire reparut sur ses lèvres. « Asseyez-vous et prenez un cigare, » dit-il. « Nous sommes impatients de savoir comment vous vous y êtes pris. Du whisky avec de l'eau ? » ?»« Volontiers, » reprit le détective. « Les terribles efforts que j'ai fournis ces 2 derniers jours m'ont complètement épuisé. Pas tant l'effort physique cependant que l'effort d'imagination. Vous savez ce que c'est, monsieur Sherlock Holmes ? Vous aussi, vous travaillez avec votre tête. »« Vous me faites beaucoup d'honneur, » dit gravement Sherlock Holmes. « Expliquez-nous comment vous êtes parvenu à cet heureux résultat. » Le détective s'installa dans le fauteuil et tira quelques bouffées de son cigare. Puis soudain, au paroxysme de la gaieté, il se frappa la cuisse. « Le plus drôle, s'écria-t-il, c'est que cet imbécile de Lestrade, qui se croit si malin, s'est complètement fourvoyé. Il recherche partout le secrétaire Stangerson, qui n'a pas plus trempé dans le crime qu'un bébé qui va naître. Je suis sûr qu'il l'a trouvé à l'heure qu'il est. » Cette idée fit tant rire Gregson qu'il s'étouffa. « Comment avez-vous trouvé la clé du mystère ? » ?»« Je vais tout vous dire. Bien entendu, Dr. Watson, ceci doit rester entre nous. D'abord, il s'agissait de connaître les antécédents de l'Américain. D'autres auraient attendu qu'on réponde à leurs annonces dans les journaux, ou bien encore que des complices apportent d'eux-mêmes des renseignements. Ce n'est pas comme ça que travaille Tobias Gregson. Vous souvenez-vous du chapeau placé près de la victime ? Oui, dit Holmes. Il portait le nom et l'adresse du chapelier, John Underwood et Fils, 129 Camberwell Road. Gregson perdit contenance. « Vous l'aviez remarqué ?» dit-il, le visage allongé. « Vous êtes allé à Camberwell Road ?»« Non. »« Ah !» fit Gregson en se redressant. « Il ne faut jamais négliger une chance, si petite qu'elle soit. »
Rien n'est petit pour un grand esprit, dit sentencieusement Holmes. Eh bien moi, je suis allé voir Underwood. Je lui ai demandé s'il avait vendu un chapeau de telle tour de tête et de telle forme. Il a ouvert son livre et il a trouvé tout de suite. Il avait envoyé le chapeau à un monsieur Drebber, demeurant à la pension Charpentier, Torquay Terrace. Voilà comment je me suis procuré l'adresse. Malin, très malin, murmura Sherlock Holmes. Ensuite, j'ai interrogé madame Charpentier, continua le détective. Je l'ai trouvée très pâle, angoissée. Sa fille était présente, une fort jolie fille. Ses yeux étaient rouges et ses lèvres tremblaient quand je lui parlais. Cela n'a pas échappé à mon attention. Il y avait quelque anguille sous roche. Vous connaissez cette impression, monsieur Sherlock Holmes. Quand on tombe sur la bonne piste, on éprouve un petit pincement, là. Avez-vous entendu parler de la mort mystérieuse de votre ex-pensionnaire, Enoch Drebber de Cleveland ? Ai-je demandé. La mère fit signe que oui. Elle semblait avoir peine à parler, et la fille a fondu en larmes. Alors là, je les ai vraiment soupçonnés de savoir quelque chose. À quelle heure M. Drebber a-t-il quitté votre maison pour se rendre à la gare ? À 8 heures, a-t-elle répondu avec effort. Son secrétaire, M. Stangerson, avait indiqué 2 trains, l'un à 9h15 et l'autre à 11h. M. Drebber avait choisi le premier. C'est la dernière fois que vous l'avez vu ? Le visage de la femme a changé terriblement. Elle est devenue livide. Elle a été quelques secondes avant de pouvoir dire seulement oui, et encore l'a-t-elle fait d'un ton voilé, pas naturel. Alors, il y a eu un moment de silence, puis la jeune fille s'est jetée à l'eau. « Il ne peut rien sortir de bon d'un mensonge, maman, » dit-elle d'une voix claire et assurée. « Soyons franches avec ce monsieur. Nous avons revu M. Drebber. »« Que Dieu te pardonne !» s'écria madame Charpentier, en levant les bras au ciel et en se renversant sur sa chaise. « Tu as tué ton frère !»« Arthur m'approuverait, » répondit la jeune fille d'un ton ferme. « Vous feriez mieux de me dire tout maintenant, leur ai-je conseillé. Un demi-aveu est pire qu'une dénégation. D'ailleurs, vous ne savez pas à quel point nous sommes renseignés. C'est toi qui l'auras voulu, Alice, s'écria la mère. Puis, se tournant vers moi, je vais tout vous dire, monsieur. Vous voyez, je suis troublée. N'allez pas vous imaginer, cependant, que j'ai peur de voir mon fils impliqué dans cette horrible affaire. Non, il est parfaitement innocent. Si je crains quelque chose, c'est qu'il ne soit compromis à vos yeux et à ceux des autres. Mais c'est impossible, certainement. Son caractère élevé, sa profession, ses antécédents, tout empêcherait cela. Avouez-moi tout. C'est ce que vous avez de mieux à faire, lui ai-je répondu. Cela ne nuira pas à votre fils, il est innocent, je vous le garantis. Alors, sur la prière de sa mère, la jeune fille s'est retirée. Mon intention, monsieur, a-t-elle continué, était de ne rien vous dire. Mais puisque ma fille a commencé à parler, je n'ai plus le choix. Maintenant que je suis décidée, je n'omettrai aucun fait. C'est ce qu'il y a de plus sage, ai-je dit. Monsieur Drebber est resté chez nous à peu près 3 semaines. Il avait voyagé auparavant sur le continent avec monsieur Stangerson, son secrétaire. Le dernier endroit où ils avaient séjourné, c'était Copenhague. J'avais remarqué que chacune de leurs malles en portait l'étiquette. Stangerson était un homme calme, réservé. Mais son patron, je regrette de le dire, était tout le contraire. Des habitudes grossières, des manières brutales. La nuit même de son arrivée, il s'est enivré. En fait, chaque jour, à partir de midi, il était ivre. Il se permettait avec les bonnes des libertés et des familiarités dégoûtantes. Le pire de tout, c'est qu'il n'a pas respecté non plus ma fille Alice. Il lui a tenu des propos qu'elle est heureusement trop innocente pour comprendre. Une fois, il l'a prise dans ses bras et il l'a embrassée. Alors, son propre secrétaire lui a reproché sa conduite malhonnête. « Pourquoi avez-vous supporté tout cela ?» ai-je demandé. Vous pouvez renvoyer vos pensionnaires quand bon vous semble, j'imagine. Madame Charpentier rougit. J'aurais dû lui donner son congé dès le premier jour, soupira-t-elle. Mais c'était une tentation cruelle. Chacun d'eux payait 1 livre par jour, soit 14 livres par semaine, et c'est la morte saison. Je suis veuve. Mon fils, dans la marine, m'a coûté cher. J'hésitais à perdre cet argent. J'ai patienté. Mais l'insulte faite à ma fille, c'en était trop. Je lui ai enfin donné son congé. Voilà pourquoi il est parti. Et alors ? Quel soulagement ça a été pour moi quand je l'ai vu s'en aller. Mon fils est en ce moment en permission. Je ne lui ai rien dit de tout cela parce qu'il est emporté et qu'il adore sa sœur. Quand j'ai refermé la porte sur ces Américains, ça m'a ôté un poids de dessus la poitrine. Hélas, moins d'1 heure après, ce Drebber était de retour,
plus ivre que jamais. Il a pénétré de force dans le salon où je me trouvais avec Alice et il a dit en bredouillant qu'il avait manqué le train, à ce que du moins j'ai pu comprendre. Puis il s'est retourné vers ma fille et à mon nez, il lui a proposé de s'enfuir avec lui. « Vous avez le droit, disait-il, vous êtes majeur. J'ai de l'argent en quantité, plus qu'il ne m'en faut. Ne tenez pas compte de la vieille, venez tout de suite, vous serez comme une princesse. » La pauvre petite était terrifiée. Elle a reculé, mais lui, il l'a saisie au poignet et il l'a traînée vers la porte. Alors j'ai crié. Arthur est arrivé. Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux pas vous le dire. Je n'osais pas regarder tellement j'avais peur. Ça a été des jurons, puis des coups. À la fin, quand j'ai relevé la tête, j'ai vu Arthur qui riait devant la porte, sa canne à la main. « Je ne pense pas que ce joli monsieur revienne nous embêter, » a-t-il dit. « Je vais le suivre un peu pour m'en assurer. » Il a mis son chapeau et il est sorti. C'est le lendemain que nous avons appris la mort mystérieuse de M. Dreber. Sa déposition avait été coupée de soupirs et de sanglots. À certains moments, elle parlait si bas que j'avais peine à l'entendre. J'ai pu cependant prendre des notes sténographiques de tout ce qu'elle m'a dit, afin qu'il n'y eût pas d'erreur possible. Oh, c'est très excitant, fit Sherlock Holmes en bâillant. Comment tout cela a-t-il fini ? Quand Madame Charpentier a eu terminé, reprit le détective, j'ai vu que tout reposait sur un point. Je l'ai regardé fixement, d'une manière qui m'a toujours semblé faire beaucoup d'effet sur les femmes, et je lui ai demandé à quelle heure son fils était rentré. « Je ne sais pas, répondit-elle. « Vous ne savez vraiment pas ? » « Non. Arthur a sa clé et... Étiez-vous couché quand il est rentré ? » ?»« Oui. »« À quelle heure vous êtes-vous couché ? » ?»« Vers 23 heures. »« Par conséquent, votre fils a été absent pendant 2 heures au moins ? » ?»« Oui. »« Peut-être pendant 4 ou 5 ? » ?»« Oui. »« Que faisait-il pendant ce temps-là ? » ?»« Je ne sais pas. » Elle est devenue pâle jusqu'aux lèvres. Ce qu'il me restait à faire était tout simple. J'ai découvert où se planquait le lieutenant Charpentier, j'ai pris 2 agents et je l'ai arrêté. Quand je lui ai touché l'épaule et que je l'ai engagé à nous suivre sans résistance, il m'a répondu avec un front d'airain. « Je suppose qu'on me soupçonne d'avoir trempé dans le meurtre de ce vaurien de Dreber. » Comme nous ne lui en avions pas dit un mot, cette allusion était des plus suspectes. « En effet, dit Holmes. Il avait encore la lourde canne avec laquelle, d'après sa mère, il avait suivi Dreber, un solide gourdin de chêne. Et quelle est votre théorie ? La voici. Le lieutenant a suivi Dreber jusqu'à Brixton Road. Là, nouvelle altercation. Dreber reçoit un coup, peut-être au creux de l'estomac, qui ne laisse pas de traces. Il tombe raide mort. Grâce à la pluie, pas de témoin. Charpentier traîne le cadavre dans la maison vide. Mais la bougie, le sang, l'inscription sur le mur et la bague, me direz-vous ? C'est, à mon avis, une mise en scène destinée à tromper la justice. « Très bien !» dit Holmes d'un ton encourageant. « Vraiment, Gregson, vous êtes en progrès. Nous ferons quelqu'un de vous. »« Ma foi !» répondit le détective en se rengorgeant. « Je menai rondement l'affaire. Le jeune homme a avoué de lui-même avoir suivi Dreber quelque temps, mais il a prétendu ensuite que s'étant senti filer, ce dernier avait pris un fiacre pour le semer. En revenant chez lui, Charpentier aurait rencontré un vieux camarade de bordée et il aurait fait avec lui une longue marche. Où habite ce vieux camarade ? Il ne le sait pas lui-même. Mon explication est cohérente dans toutes ses parties. Ce qui m'amuse, c'est de savoir Lestrade lancé sur une fausse piste. Il perd son temps. Hé, le voici en chair et en os. C'était bien Lestrade, mais sans l'air désinvolte et pimpant qui lui était habituel. Son visage était bouleversé, sa tenue négligée. Il venait évidemment consulter Sherlock Holmes. En apercevant son collègue, il parut très contrarié. Planté au milieu de la salle, il tourna et retourna son chapeau entre ses doigts tremblants. À la fin, il se décida à parler. « C'est, dit-il, l'affaire la plus extraordinaire, la plus incompréhensible. »« Ah, vous trouvez, monsieur Lestrade » cria Gregson, triomphant. « Je savais bien que vous aboutiriez à cette conclusion. Avez-vous réussi à découvrir le secrétaire, monsieur Joseph Stangerson ?»« Monsieur Joseph Stangerson, » dit Lestrade d'un ton grave, « a été assassiné vers 6 heures du matin à l'Holidays Private Hotel. » Bienvenue sur le deuxième vlog lecture sur une étude en rouge de Sherlock Holmes. Eh bien, j'aime bien.
Franchement, je suis toujours aussi fan. J'aime beaucoup la personnalité de Sherlock Holmes, beaucoup plus sur papier qu'en réalité parce que je pense qu'il doit être très gonflant à fréquenter. Mais j'ai pas pu prendre de notes du coup comme je le lisais en même temps et je viens juste de finir, mais il y avait une citation qui était vraiment magnifique sur le fait qu'au final, il est supérieur à tout le monde. Et je pense que c'est le cas. Mais c'est vrai que dire qu'on est supérieur à tout le monde, c'est un petit peu faire... ça manque un petit peu d'humilité, on va dire. Mais je pense que oui, réellement, c'est un fait. Il est supérieur à tout le monde. Et je trouve ça d'autant plus drôle qu'il se fout ouvertement de la gueule de Gregson qui ne comprend pas. Et bah, évidemment que Gregson se plante vu que le secrétaire il a été tué. Mais ouais, du coup c'est vraiment space. Et on voit vraiment que Sherlock en fait il a bâti sa méthodologie de travail, d'observation, de déduction, etc. Faudra vraiment que je prenne des notes au niveau des citations, parce qu'il y en a qui sont vraiment savoureuses. Sur la manière dont il fonctionne, sur la manière dont il se perçoit, avec hauteur évidemment. Mais c'est vraiment fun. Alors pour le moment, je trouve que Watson, il sert un peu plus de faire valoir et de témoin en fait de l'histoire de Holmes. Mais on sent qu'il y a déjà une amitié qui naît entre les deux hommes. Avec Holmes qui remarque que Watson est fatigué, qu'il devrait aller se coucher. Donc je trouve qu'on assiste vraiment à la naissance de l'amitié entre Sherlock Holmes et Watson. Watson, il est quand même, on va dire, la relation pour le moment n'a pas l'air très équilibrée parce que Watson admire totalement Holmes. Mais Holmes se préoccupe de la santé de Watson en remarquant par exemple qu'il va pas très bien et en lui disant bah, allez vous coucher. Et je trouve que c'est mignon en fait la naissance de cette amitié-là entre ces deux gars qui sont colocs, qui sont célibataires. Et honnêtement, c'est très shippable tout ça. Donc shipper, c'est de dire que tiens, c'est vrai que Sherlock Holmes et Dr Watson, pourquoi pas. Mais il me semble que Watson plus tard va se marier, donc je sais plus exactement. Mais il me semble que la série télé, au moins celle avec Cumberbatch, Sherlock, jouait un petit peu là-dessus, non? Sur l'espèce de bromance comme ça, un petit peu étrange. Enfin, je me suis j'ai peut-être des mauvais souvenirs, des souvenirs erronés là-dessus. Mais oui, bah franchement j'aime bien. Et on sent que Holmes, il a une haute estime de lui-même. Watson, je pense c'est plus un mec normal entre guillemets, ordinaire. C'est pas un défaut dans ma bouche, le côté ordinaire. Watson est beaucoup plus accessible, je pense, comme personne. Et Holmes, alors le truc que j'ai trouvé aussi, ah oui, je reviens vite fait sur Watson. Je me demande si on n'est pas aussi un petit peu du côté du PTSD, donc du syndrome de stress post-traumatique, par rapport à ce qu'il a vécu pendant la guerre en Afghanistan. Donc il a quand même dit qu'il avait vu des hommes à lui exploser ou je sais pas quoi devant lui, etc. Et qu'il réagissait pas. Et le fait d'être faible, parce que là, quand il parlait de sa santé débile, donc débile, c'était le terme de l'époque pour déficient, donc c'était pas une insulte du tout. C'est devenu une insulte par la suite, comme beaucoup de vocabulaire un petit peu psychiatrique, etc., qui a passé. Mais je me demande si on n'est pas un peu du côté du stress post-traumatique pour Watson. Ce serait cohérent aussi parce que vu qu'il a été blessé, qu'il est encore plus ou moins en convalescence et qu'il a l'air de beaucoup dormir, donc la santé est défaillante, la santé physique est défaillante, du coup ça peut également agir sur le moral qui s'effondre parce que le corps ne suit plus et que
Il y a peut-être un avant en fait cette blessure et un après cette blessure aussi au niveau de la santé physique et du coup santé mentale. Enfin moi ça me paraît assez logique au, dans ce qu'il peut arriver à quelqu'un qui subit un traumatisme physique déjà et sans doute psychologique également. Mais bref, alors je suis très contente d'avoir rencontré les irréguliers de Baker Street, donc des petits gamins des rues. Et le truc que je trouve un peu triste en fait, donc ça a l'air d'être vraiment des petits gosses qui ont je sais pas 8-10 ans là, mais le truc que je trouve un petit peu triste et qui est le reflet de l'époque, c'est qu'effectivement ces gamins des rues là existaient, ce qui est à mon sens maintenant, on va dire en France chez nous, ce qui est beaucoup moins le cas. On va pas avoir normalement de gamins de 8-10 ans qui vivent dehors, seuls. J'espère pas, rassurez-moi. Mais non, me dites pas si ça existe. Hein, je veux vivre dans mon petit monde tout mignon. Non, je plaisante. Mais oui, enfin, ce que je trouve triste, c'est la banalisation du fait qu'il y ait des gamins qui sont jeunes et qui sont livrés à eux-mêmes dans les rues de Londres. Et au final, Sherlock Holmes, il s'en sert, mais également, il leur donne un petit peu de sous. Donc, il les aide quelque part à survivre aussi, etc. Et je trouve ça assez touchant, en fait, dans cette représentation de la pauvreté, de la grande précarité, et puis de gamins qui sont laissés pour compte totalement. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir un petit peu développer parce qu'il ne me semble pas qu'on ait vu ça dans les films de Guy Ritchie ou dans Elementary, j'ai pas le souvenir, ou pas non plus dans la série Sherlock avec Cumberbatch. J'ai pas le souvenir. Donc si vous avez un souvenir, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que pourquoi pas que je les regarderai de nouveau, ces films ou ces séries. Mais je trouve, ouais, en fait, ça donne aussi un aspect un petit peu plus humain, entre guillemets, enfin plus dans le relationnel et l'empathie à Sherlock Holmes, qui, bien qu'il, je pense qu'il a un peu le melon, mais il a des raisons de l'avoir aussi parce qu'il est brillant et qu'il est compétent et qu'il connaît sa valeur professionnelle. Je parle valeur en termes de, enfin, il assure quoi, il pèse dans le game. Je trouve que ça apporte un côté plus empathique à Sherlock Holmes que la manière dont je me le représente. Et c'est vachement satisfaisant en fait d'aller à la source, donc au livre, enfin au personnage qui a été créé et pas en voir des interprétations ou adaptations suivantes. Donc franchement, moi je pense que je vais clairement continuer à lire avec un grand plaisir les Sherlock Holmes. Peut-être pas tout sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire sous les vidéos si vous voulez que je lise tout ou pas. Moi je pense que je suis prête à le faire, hein. Ça me donne des idées de toute manière. Mais comme je vous disais, je vais essayer de varier un petit peu, donc je vais intercaler ici. Je peux intercaler d'autres choses aussi en attendant pour pas lire tout d'un coup les Sherlock Holmes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc par rapport à l'enquête. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je regarde assez peu de policiers, je lis quasiment pas de polar. De temps en temps, je vais regarder des documentaires sur des affaires criminelles comme les Faites entrer l'accusé ou d'autres choses. Mais je suis une grosse quiche. En termes d'enquête, je suis une grosse quiche. J'aurais tendance à penser que même si Sherlock Holmes s'est planté avec la bague et ce qui est très drôle en fait, il s'est fait arnaquer. Enfin, non. Au début, je pensais que la vieille, c'était quelqu'un qui avait arnaqué Watson, entre guillemets, pour récupérer une bague gratos. Parce que c'est vrai que n'importe qui pourrait dire « Oui, bah, ça a été retrouvé dans telle rue, donc moi j'habite à côté, gna 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 ». On peut raconter des gros cracks et essayer de récupérer un objet qui a été trouvé. Et surtout que s'il n'y a aucune indication sur le propriétaire, je pense que c'est un truc qu'on peut faire. Mais là, du coup, c'est autre chose. Donc, je n'ai pas le souvenir dans les vidéos de Link the Sun si Moriarty arrivait déjà.
ou alors vraiment là, on a affaire à un meurtrier qui c'est pas le meurtre, on va dire, sur le coup, quoi. Ça sent la préméditation. Et vu le comportement du premier mec qui était tué, la Dreber, on peut dire que ça peut être son comportement dégueulasse ce qui pouvait complètement justifier l'arrestation du mec de la marine là, par Gregson. Mais Holmes, il a une autre idée et c'est vachement intéressant. Et je sais pas quelle idée il a au final, parce que comment dire, euh, oui, enfin là c'est que est-ce que Dreber, le premier mec qui a été tué, et Stangerson, son secrétaire, savaient quelque chose qui pouvait nuire à quelqu'un d'autre? Moi j'ai un petit peu une idée comme ça. Après je sais pas plus. Et je vais me laisser tranquillement porter par la chose et je vais découvrir. Je vais pas être bonne pour faire des théories là-dedans. Je pense que je vais largement me laisser porter. Mais j'aime bien. Franchement, c'est super agréable et ça se lit vachement vite. Hein. Parce que je crois que j'ai été au. Bah, on est quasiment à la moitié là. Attendez, je vais vous dire. Parce que là, on sera au chapitre 7 la prochaine fois. Je crois que je vais les lire 3 par 3. Je vais faire 7, 8, 9 le prochain coup. Et après, j'ai l'impression que les chapitres peuvent être un peu plus courts. Donc je me demande si je vais pas tout lire. Parce que là, 7, 8, 9, on arrivera à la page 64 sur 94. Ça le fait, hein. Donc je pense que je lirai les dernières choses. Enfin, bah on est quasiment on est à la moitié en fait. On est à 46% du livre. Si vous voulez noter sur Livre Addict ou je sais pas où, on peut noter à combien de pourcentage on est. Mais bref, j'aime bien, je suis séduite, je continuerai et n'hésitez pas à me dire. Et je pense que, bah, comme pour les autres. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur Jane Austen ou Raison et sensibilité. J'ai fait qu'une vidéo sur les mille et une nuits, mais si vous voulez tout ça, en fait, je prends des notes aussi au fur et à mesure. Donc c'est possible que je puisse faire des vidéos sur Sherlock Holmes par la suite ou sur Arthur Conan Doyle. Mais j'attends d'avoir un peu plus de matière pour le moment parce que là, c'est pas avec la moitié du premier livre sur 4 romans et 56 nouvelles de mémoire que j'ai assez de matière pour en faire pour le moment. Mais j'aime bien. En fait, je me rends compte que j'aime beaucoup cette période-là, le 19e siècle. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, je sais pas, il y avait plein de... Je suis pas une grande pro de l'histoire ou de l'histoire en Angleterre, mais c'est vraiment une période qui me séduit et que j'ai envie un peu de creuser sur le plan historique aussi. Et peut-être en France aussi d'ailleurs. Mais bon, ça c'est mon petit truc. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour le visionnage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à échanger si vous avez déjà lu, si vous avez des théories, etc. À tout bientôt et sortez votre loupe. Vous avez vu, je sais presque faire des clins d'œil. À bientôt!